On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle explication linéaire. Il s'agit de l'épilogue, le dernier poème du recueil Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur qui a été publié en 2017. Il ne faut pas limiter Rupi Kaur à l'écriture puisqu'elle a d'autres talents. C'est en effet une artiste multidisciplinaire qui réside à Toronto et qui est née en 1992. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a commencé à dessiner et à peindre à l'âge de 5 ans. Elle est une immigrée indienne, originaire du Pakistan, et les sujets qu'elle va aborder dans ses textes sont la féminité, l'amour, la déception, le traumatisme, la guérison. Elle a commencé sa carrière de poétesse sur les réseaux sociaux tels que Instagram. Son premier recueil qui a beaucoup fait parler se nomme Lait et miel et est resté presque une année entière au sommet du palmarès du New York Times. Son écriture est particulière dans la mesure où elle ne met aucune majuscule à ses phrases et elle l'explique par le fait que sa langue maternelle, le Pendjabi, n'a pas de lettres majuscules ou minuscules. Elle va donc reproduire cette caractéristique dans son écriture. On peut véritablement parler de modernité poétique avec Rupi Kaur. En effet, elle se produit dans le monde entier lors de performances où elle interprète ses poèmes et le spectacle intègre de la musique, des projections et également, bien évidemment, la lecture de ses textes, ce qui va vraiment apporter une nouvelle dimension à la poésie qui devient véritablement un spectacle. Le texte que nous allons étudier est extrait de son deuxième recueil qui se nomme Le Soleil et ses fleurs et qui se divise en 5 chapitres. Se faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir. Le texte que nous allons étudier est l'épilogue et dans celui-ci, en fait, Rupi Kaur va proposer une conclusion à son recueil. Elle va faire part de la souffrance, de l'envie de mourir qui s'est emparée d'elle, mais surtout, telle une fleur, donc clin d'œil au titre de son recueil, de la renaissance qui a pu fleurir en elle. Ainsi, nous allons nous demander en quoi l'épilogue du soleil et ses fleurs nous invite-t-il à nous détacher de notre souffrance pour profiter de l'instant présent. Pour répondre à cette question, nous étudierons le texte selon plusieurs mouvements. Dans le premier mouvement, la souffrance de la poétesse, du vers 1 à 6, la tension entre bonheur et noirceur, du vers 6 à 12, et l'invitation à profiter de l'instant présent, du vers 17 à 31. Débutons par le premier mouvement qui est assez bref, c'est la souffrance de la poétesse du vers 1 à 6 et on s'arrêtera très exactement au mot fleur. Rupi Kaur débute l'épilogue de son recueil par l'évocation de la souffrance qui a été la sienne, souffrance qu'elle a évoquée dans tous les textes du recueil. L'utilisation de l'adjectif simple, le simple fait, vers 1, ainsi que la présence du verbe épuisé, indique que les actions vitales lui étaient devenues insurmontables. En effet, le champ lexical de la mort est visible dans ce premier mouvement. Renoncer à cette vie, vers 2 et 3, disparaître, vers 3, pas de soleil, vers 5, et témoigne du désespoir de la poétesse. Au vers 5 et 6, nous pouvons relever 2 négations. Une négation totale, il n'y avait pas de soleil, et une négation partielle, où il ne poussait aucune fleur. Rupi Kaur reprend les 2 substantifs qui figurent dans le titre de son recueil, soleil et fleur, mais laisse transparaître son mal-être en les niant. Enfin, les nombreux points qui rythment ce texte, ce poème, nous forcent à faire de nombreuses pauses durant notre lecture. Et cette lecture, elle va donc venir presque une lecture saccadée, une lecture difficile, une lecture avec beaucoup de pauses et qui peut rendre compte de la difficulté à respirer, de la souffrance de la poétesse. On peut à présent passer au deuxième mouvement, la tension entre bonheur et noirceur, qui commence au vers 6 avec le mot « mais » et qui se termine au vers 17 avec le groupe nominal « ce monde ». Néanmoins, progressivement, dans ce texte, Rupi Kaur va montrer sa renaissance. C'est sur la conjonction de coordination « mais » que débute notre deuxième mouvement. Cette conjonction, elle va entraîner un basculement dans le poème, dans la mesure où la poétesse va évoquer ce qui l'a sauvée. L'antithèse « quelque chose que j'aimais émerger de la nuit et me ramener à la vie », vers 6 et 7, met en exergue le fait qu'elle s'est extraite de la noirceur, que petit à petit elle a repris goût à l'existence. L'énumération qui suit précise les petits bonheurs qui lui ont été offerts. Contempler un ciel rempli d'étoiles, la légèreté de rire avec de vieux amis, un lecteur qui me disait que les poèmes lui avaient sauvé la vie, vers 8, 9 et 10. Au vers 11, la poétesse s'adresse directement à ses lecteurs grâce à l'apostrophe affective « mes chéris ». Elle ambitionne de montrer que la vie est éprouvante, mais qu'elle est également synonyme de bonheur.
L'anadiplose. Alors, l'anadiplose, c'est la répétition du dernier mot d'une proposition au début de la proposition qui suit, avec l'adjectif difficile. Vivre est difficile, difficile pour tout le monde. Insiste sur la difficulté, sur la pénibilité de l'existence. En effet, la comparaison, une tentative pour se glisser dans un trou gros comme une tête d'épingle, montre à quel point il est malaisé de trouver un sens à sa vie. La poétesse exprime parfaitement le combat qu'il faut entreprendre pour ne pas sombrer, que nous devons résister à l'envie de succomber aux mauvais souvenirs, refuser de plier devant les mois horribles ou les années noires. Le champ lexical de la noirceur, mauvais, mois horribles, années noires, traduit le pouvoir écrasant de la mélancolie. On va donc, pour terminer, étudier le troisième mouvement, l'invitation à profiter de l'instant présent vers 17 à 31. Cependant, ce qu'on peut remarquer lors de notre lecture, c'est que dans la dernière partie du poème, Rupi-Kaur va encourager son lecteur à profiter de la vie. Elle utilise une métaphore. Il y a tant d'eau turquoise qui attendent que nous y plongions, vers 17 et 18, en comparant l'existence à un plongeon, c'est-à-dire un risque, mais un risque qu'il faut prendre. Selon elle, il faut absolument plonger et se risquer à cette vie qui est la nôtre. Par la suite, elle évoque, comme elle l'avait fait au début du deuxième mouvement, des raisons de rester en vie. Grâce à une énumération, elle montre que les choses qui peuvent nous réjouir sont diverses. Tout d'abord, elle va parler du réconfort apporté par la famille. Le rythme binaire, il y a la famille, 200 ou choisi, le rythme binaire est là, précise qu'il faut comprendre le mot famille dans son sens le plus large. Les liens de sang, mais aussi les liens amicaux. En effet, cette idée est également présente dans le pluriel de tomber amoureux d'êtres humains. Puisque la poétesse nous suggère qu'il y aura plusieurs amours qui traverseront notre vie et pas forcément des amours passionnels. Il est vrai que la suite du vers 20 indique que le coup de foudre peut naître de la découverte, de l'observation d'un endroit, comme le montre le groupe nominal de lieu. Nous pouvons noter le vif enthousiasme de Rupi-Kaur via l'hyperbole de collines aussi hautes que la lune. Il semble n'y avoir aucune limite à sa soif de vivre. La personnification de vallées qui ondulent vers de nouveaux mondes dessine un paysage sans fin, en fait, un paysage enchanteur, riche de promesses, et montre le retour à la vie de la poétesse. Elle rappelle d'ailleurs au lecteur que la vie est transitoire et qu'il est primordial de comprendre que notre passage sur Terre a un début et une fin grâce à une négation totale. Je trouve très important d'accepter de ne pas être les maîtres de cet endroit, écrit-elle aux vers 23 et 24. Les derniers vers du poème vont mettre à l'honneur le thème du jardin. Alors, le thème du jardin, c'est vraiment un topos littéraire, on va le retrouver dans plusieurs livres. On va le retrouver aussi dans la mythologie. Je pense en particulier dans un livre du XVIIIe, puisque dans Candide de Voltaire, on termine le livre par cette phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Donc voilà, c'est un topos littéraire, le thème du jardin, qui renvoie à beaucoup de choses. L'auteur va associer la Terre à un jardin utopique, une sorte d'Éden, de jardin d'Éden, qu'il faut choyer, comme l'indique la comparaison, profitant de cet endroit comme d'un jardin. Pour encourager ses lecteurs à en prendre soin, elle utilise plusieurs impératifs conjugués à la première personne du pluriel. Profitons, traitons-le, faisons. La proposition subordonnée circonstancielle de but, afin que ceux qui viendront après nous puissent en faire l'expérience eux aussi, vers 27-28, invite à préserver ce paradis terrestre que nous léguerons aux générations futures, d'après elle. Le titre du recueil prend ici tout son sens dans la mesure où les deux substantifs, soleil et fleur, trouvant notre propre soleil, faisons pousser nos propres fleurs, sont répétés, mais sans négation cette fois-ci. Ils apportent une conclusion au message que Rupi-Kaur souhaite délivrer dans le dernier chapitre de son recueil. Nous devons cultiver notre bonheur et il ne tient qu'à nous d'être les acteurs de cette floraison, comme le précise le pronom personnel nous. L'univers nous a fourni la lumière et les graines. Pour conclure, dans le dernier poème du soleil et ses fleurs, Rupi-Kaur propose une sorte de conclusion à son recueil. En effet, elle évoque les difficultés de la vie, mais porte l'accent sur les petits bonheurs que nous rencontrons, ce qui mérite de résister selon elle. Comme Jacques Prévert que nous avons étudié précédemment dans Embrasse-moi, la poétesse encourage ses lecteurs à profiter de l'instant présent. À l'image de la formule latine Carpe diem, cueille le jour, elle utilise l'image de la fleur pour nous convaincre qu'il est primordial, qu'il est important de se redresser et de fleurir suite aux épreuves de la vie.